Bonjour à tous et bienvenue sur Mainstage, le podcast qui donne la parole aux DJ et producteurs de musique électronique. Et pour ce premier épisode, je suis ravi d'avoir comme invité mon ami Remkor, qui est pour moi un des meilleurs DJ producteurs de musique électronique français. Donc merci beaucoup Rémi d'être avec moi aujourd'hui. Merci Julien pour l'invitation, Avec plaisir. Et pour ces beaux mots d'entrée direct. C'est sincère et tu le sais. Donc, merci, ça fait plaisir. Peut-être je peux te laisser te présenter rapidement et voilà... Quel est ton projet, qui tu es, tout ce que tu veux nous dire sur toi. Écoute, mon prénom c'est Rémi, comme tu le sais déjà. Voilà, moi je fais de la musique depuis très longtemps, depuis que j'ai 4 ans je pense. Mon père il m'avait mis une guitare dans les mains. Lui il faisait de la guitare, donc c'était un peu la passation, quoi. Et puis en fait, vers l'âge de 8 ans, je lui ai dit ouais, ok, la guitare, j'aime bien, mais moi, j'aimerais bien la batterie, parce que quand on allait voir des concerts et tout, je voyais les batteurs et tout, c'était assez impressionnant, quoi. Ça faisait du bruit, quoi. Et donc, du coup, là, j'ai enchaîné sur de la batterie. Il m'a dit, ok, pas de souci, batterie, mais par contre, école de musique. Donc, du coup, je suis allé à l'école de musique, et puis de là, ça en est suivi 6 ans à l'école de musique. De la batterie, des cours de batterie. T'as des bases de solfège quand même du coup j'ai fait 6 ans de solfège en parallèle de... En école de musique t'es obligé en fait, t'es obligé de faire du solfège pour pouvoir avoir les cours d'instruments. Donc voilà, et puis ensuite en suivant j'ai eu des expériences de groupe à droite à gauche en tant que batteur. Donc là j'étais assez jeune, c'était à la période de l'adolescence, mais j'ai eu quelques expériences de groupe, 3-4 comme ça, avec des amis essentiellement, dans plusieurs styles de musique. J'écoutais pas mal de métal, hard rock à cette époque-là, donc aussi dans ça, mais aussi chansons françaises. Et puis après, en fait, j'allais les mercredis après-midi en parallèle du collège, j'allais dans un magasin de musique. Souvent traîner, regarder les batteries, les instruments, etc. Et il y avait une espèce de salle derrière en fait, et dans cette salle il y avait des machines, quoi. Et t'avais quel âge à peu près? J'avais 14-15 ans. 14-15 ans. Et là, t'avais jamais entendu parler de musique électronique? Non, jamais. J'avais mon cousin qui était déjà dans ça, donc qui m'avait déjà fait écouter quelques trucs. Mais c'était resté en surface, quoi. Et puis donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux machines comme ça avec un ami, Teddy, dans cette arrière pièce du magasin, quoi. Et donc des vieilles machines, des vieilles Korg, des vieilles trucs comme ça. Et puis je me suis dit c'est quand même intéressant. En parlant de ça, mon père il m'avait aussi dégoté un logiciel gratuit pour faire de la musique comme ça. Tu t'en souviens? Je me souviens pas du nom, mais c'était un truc, je sais pas, c'était vraiment les prémices. Même avant Cubase et tout ça. Je pense que Cubase existait déjà dans le traitement vraiment du studio, quoi. Mais pour de la création, vraiment de la composition, avec vraiment des instruments, etc. Il y avait pas il y avait Fruity Loop, etc. qui existait déjà, mais c'était pas abordable comme c'était maintenant, quoi. C'est vrai. C'était dans les années 2004, 2003, 2004, quelque chose comme ça. Logic, Apple avait pas fait ses Logic, ses GarageBand, tout ça. Je pense que c'était encore le prémisse. Je suis pas expert dans ça, mais je pense que c'était un peu les prémices de ça. Et donc en fait, effectivement, ça a commencé à m'intéresser. Et en parallèle de ça, il y avait aussi le fait que quand t'es en groupe, c'est bien, et à la fois, il y a la contrepartie, c'est qu'il faut accorder les énergies entre les personnes, et donc trouver les créneaux aussi pour répéter, les envies, etc. Et là, tout d'un coup, s'offrait à moi la possibilité de si j'avais envie de faire de la musique maintenant, boum, je pouvais, quoi. Donc ça a un peu débuté comme ça. En parallèle de ça, je traînais aussi dans un bar les mercredis après-midi avec mon même ami Teddy, et dans ce bar-là, il passait de la musique électronique dans ma petite ville de Auch. Et c'était un bar qui s'appelait La Gargagnole. Et donc du coup il passait de la musique électronique. Donc il y a eu ces 3 facteurs: mon cousin, ce magasin de musique, la Bini Music, où c'est que j'allais traîner, et ce bar. Et les 3 ensemble ont vraiment commencé à faire mon éducation à la musique électronique. Et voilà, donc j'ai commencé à écouter ce qu'on m'a fait écouter, en fait, c'est de la transmission. C'est de la transmission, tout ça. Donc, voilà. Et c'est super intéressant, je savais pas. Donc et j'ai commencé à écouter les premières choses que j'ai commencé à écouter, c'était
Steve Bug, les vieux Poker Flat. Ça, c'était d'un côté. Mon cousin me faisait pas mal écouter de la musique un peu plus minimal techno, Bodzin, Newtonman. J'ai commencé par Homeboy, Bodzin, Oliver Huntman. C'est vrai que c'est André Winter. Ça a été vraiment ça les. Ouais, voilà, tu vois. L'album de Bodzin avec Luca Leone. Je sais pas si tu te souviens de ces morceaux-là, mais c'est ces années-là, je pense. Bodzin et Ramboy ensemble exactement, aussi. Voilà. Avec Huntman, et moi aussi j'ai vraiment débuté avec ça. Et c'était une musique très caractéristique de cette époque-là, qui était ancrée entre une techno, mais plus douce quand même, un petit peu. Il y avait cet aspect un peu mélodique déjà, mais c'était quand même vachement minimaliste. Très minimal, en tempo, on était bas. Ouais, voilà. Mais pour moi, ça m'a parlé, quoi. Il y avait ça, et le côté un peu plus, on va dire... groovy deep de Poker Flat, tu vois, un peu plus musical entre guillemets, parce que c'était aussi très musical de l'autre côté, mais voilà, donc il y a un peu tout ça là qui m'a parlé, et on m'a transmis ça, donc c'est deux bonnes écoles, on va dire. Voilà, c'était deux écoles qui m'ont parlé en tout cas. Et puis derrière, voilà, puis comme tout le monde, après, tu vas écouter d'autres choses, tu te nourris, tu sors, et puis j'ai commencé à avoir l'âge aussi, puisque là j'avais 15 ans, 16 ans. C'était un peu jeune pour fréquenter les clubs. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs de festivals à Auch, dans la région, ou non. Il fallait aller à Toulouse peut-être, et encore, est-ce qu'il y avait vraiment à Toulouse une scène? Ben oui, à Toulouse, il y avait, c'était pendant longtemps, je pense, un des seuls endroits en France, avec Paris, Lille aussi, où c'est qu'il y avait l'Inox, un club à Toulouse. C'est vrai. C'était une institution, et à cette époque-là, c'était vraiment la période de l'âge d'or de l'Inox. C'est vrai. Donc j'ai vu des artistes incroyables là-bas et qui ont forgé ma culture aussi, quoi, en live, quoi. Et vraiment, c'était un club assez gros quand même, pour l'époque. Donc il n'y avait pas forcément tout le temps la salle remplie, mais des fois, moi j'ai des souvenirs de voir des artistes comme Paul Kalkbrenner ou Dusty Kid, mais dans les années 2006, 7, 8, tu vois, où c'était bien avant, bien sûr, qu'il soit connu comme il est connu aujourd'hui. Et t'avais la possibilité de voir un artiste émerger, quoi. C'est vrai. C'était hyper intéressant. Et aussi très libre musicalement, quoi. Il y avait pas tous les réseaux qu'il y a aujourd'hui, et ce qui se passait dans la soirée, ça restait dans la soirée. Donc il y avait une espèce de liberté artistique qui était quand même vraiment appréciable, quoi. J'ai un peu la même vision, la même expérience avec Montpellier, parce que tu l'as pas cité, mais je pense qu'au même moment, Montpellier, c'était assez incroyable entre le bar live. J'ai commencé à sortir à la Villa Rouge, j'ai fait mes premiers sets à la Villa Rouge dans la petite salle. Au bar live, j'ai jamais mixé, mais on y allait aussi. Donc c'est vrai qu'au bar live, on voyait des artistes, Paul Kalkbrenner, Steve Bug, Magda. Enfin, c'est vrai qu'il y avait des. Je trouve que le Sud était surreprésenté en matière de musique électronique. Ça s'est totalement inversé maintenant. Maintenant, c'est Paris, c'est des villes du Nord. Et je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, le Sud est. Je pense qu'il y a toujours cette scène dans le Sud, tu vois. Après, c'est sûr que je pense pas qu'elle ait disparu. Je pense que c'est juste qu'elle est aussi bien plus présente ailleurs maintenant. Ça fait aspirer à Paris où tout se concentre, et c'est vrai que... Ouais, mais il y a aussi un vrai tissu à Lyon. Il y a aussi Marseille aussi. Dans le Nord, il y a toujours eu un tissu de musique électronique, aussi par l'influence de la Belgique. C'est vrai. Voilà, dans l'Est, il y a aussi ça. Le Sud-Est, Marseille. Marseille marche très fort. Il y a aussi une culture électronique là-bas. Bordeaux, il y a eu aussi, pas mal de choses qui se sont faites. Donc je pense que ça c'est un peu, c'est une musique qui a aussi un petit peu à un moment donné aussi émergé un peu plus en France, grâce à une autre musique qui peut-être nous parlait moins, mais qui était quand même là, qui était la French Touch, qui était là dans les années 2010, etc. Et qui a tout d'un coup, à un moment donné, aussi laissé de la place à des alternatives à côté de ça, comme c'est vrai. Voilà, donc mais c'est le bar. Tu parlais du bar live et de la Villa Rouge, mais j'y suis allé aussi depuis Toulouse. C'était pas très loin. 2 heures de voiture, 1h30, 2 heures, boum, on était à Montpellier, et il y avait des artistes au bar live. C'était quelque chose. Et à la Villa Rouge qui passaient pas forcément non plus à Toulouse. C'est ça. Et c'était top. Je suis d'accord. J'ai vu une Thomann à la Villa Rouge. Je me rappelle, il était passé.
C'est rigolo, ouais. Ah ben on était dans la même soirée. Alors, on se connaissait pas. On était dans la même il y avait du monde, ouais. Sur les grosses soirées. Ouais, il y avait du monde. J'ai fait la fermeture aussi du bar live de la dernière geisha qu'il y a eu. C'était en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. Ouais. J'étais allé là-bas, c'est les soirées, les afters emblématiques du dimanche. Geisha, j'ai jamais fait. Ouais. J'ai jamais eu l'occasion. Je suis pas tout le temps rentré au bar live d'ailleurs, parce que j'étais mineur à l'époque où j'y allais. Et c'était assez strict à l'entrée, mine de rien. Mais c'est rigolo, ouais. Et du coup, pour revenir à toi, tu as sorti, du coup, à quel âge tu as sorti ton premier morceau, mais on va dire professionnel, avec une signature sur un label? T'as mis du temps avant de sortir ton premier morceau, ou est-ce que ça s'est fait rapidement? En termes de temps, je pense que ça a dû prendre 6 ans entre le moment où j'ai découvert la musique électronique qu'on m'a transmis, donc comme je le disais juste avant, et le moment où c'est qu'il y a eu vraiment ma première signature. D'accord. C'était sur quel label ton premier morceau? Tu te souviens ou... Le tout premier. Sinon, c'est pas grave. Enfin, c'est une question piège. Il me semble que c'était un label français. Ok. Pour tout te dire. J'ai plus le nom. Alors moi, je suis désolé. Et je m'excuse aussi vis-à-vis d'eux parce que c'est toujours important en fait. Et c'était pour moi c'est un aboutissement quand même. Ouais, c'était un moment marquant. Alors c'était un digital. Ouais, mais. Par contre, je me rappelle de mon premier vinyle. Et c'était quoi le premier vinyle? Alors, premier vinyle, il y en a eu 2 en même temps. Donc, c'était en 2013. Et c'était sur Atmosphere Record. Un morceau qui s'appelait Slipe. Donc, c'est un label belge, Atmosphere Record. Et en même temps, sur Voltage Record. Et Voltage Record, c'était le label de Andreas Sandberg. Donc, je sais pas si ça me parle. Mais qui était aussi dans toute cette mouvance de Huntemann, Winter, Bodin, etc. Donc, il faisait partie de tout ce collectif. Et donc, Voltage Music, c'était un label allemand. Et à l'époque, il y avait déjà des artistes, moi, que j'idolâtrais, qui étaient dessus. Donc j'étais vraiment super content de faire partie de l'histoire et en plus la première fois, je pense que ça t'a fait la même chose La première fois que tu reçois ta musique ça, c'est quelque chose, sur un support physique, c'est autre chose. C'est différent. C'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup, mais les quelques-uns, c'est toujours quelque chose et c'est un objet que je garde et que je garderai, je pense. J'ai pas un attachement énorme aux objets. Je m'arrive de perdre des choses, de les dégrader, mais c'est vrai que mes vinyles, c'est très bien gardé, protégé, et j'en prends soin. Et je pense que je les garderai un moment, je pense. Bah oui, puis c'est quelque chose que tu pourras aussi transmettre à un moment donné, montrer, ou, comme tu l'as probablement déjà fait, tu vois, c'est autre chose, C'est tout d'un coup avoir la musique sur un support physique, et le vinyle, il y a aussi une histoire derrière, il y a aussi une qualité sonore, il y a pas mal de choses qui font que c'est différent. Moi, t'as peut-être eu aussi la musique sur cassette, sur CD. Ma musique ou... Ouais, ta musique. Ah non, jamais. Non. Moi, j'ai eu ça. Jamais. Ça, c'est rigolo. Sur cassette, audio, et sur CD aussi, plus classique. Mais alors, cassette, c'est fun parce que tu sais que c'est plus pour le... là, c'est kitsch, un petit peu. Oui, mais c'est le côté revival. C'est vrai. Tu vois donc, tu vas peut-être... Je crois que j'ai jamais écouté les cassettes avec ma musique dessus. Je sais même pas si j'ai encore un lecteur pour écouter des cassettes à la maison. Mais en tout cas, c'est quelque chose c'est rigolo, de rigolo. Et c'est aussi un objet qui est sympa. Tu vois, la cassette, il y a un côté rétro. Par contre, le vinyle, c'est vrai que c'est autre chose, Je trouve ce qui est cool quand un label te sort un vinyle, c'est le digital, c'est super, moi j'ai pas de problème avec ça, mais ça montre que le label, il croit vraiment en ton son et il investit du temps, mais aussi de l'argent quand même pour te presser un vinyle. Ah ben clairement. Et je trouve que c'est une marque de confiance encore plus forte en ta musique, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui touche, parce qu'à l'heure actuelle, sortir des vinyles, c'est cher, tout le monde sort du digital. Je sais pas si les vinyles se vendent encore très bien, peut-être tu le sais, moi j'ai pas trop de... c'est un peu... Aujourd'hui, un peu mieux qu'il y a 5-10 ans, on va dire, puisqu'on est aussi dans une période qui fait un peu des rappels à tout ça, en termes de mode, en termes d'habitude aussi. Donc un peu plus aujourd'hui, mais c'est sûr que je te rejoins totalement, c'est une vraie marque de confiance. Une vraie marque de confiance. Je trouve ça, c'est assez cool. Et en plus, comme tu dis, il y a aussi ce truc-là de je prends un artiste, j'investis de l'argent réellement, parce que je suis pas sûr de récupérer.
et on crée ensemble quelque chose qui va rester dans le temps, c'est quoi. clairement. Tu vois, alors c'est pas très écolo, non, c'est sûr, mais c'est ça a un aspect physique, et d'ailleurs tu vois, il y en a là aussi, et c'est des choses qui, enfin, c'est un objet qui passe les époques, quoi, tu vois. Si tu le conserves à peu près bien, et c'est pas super fragile, on va dire. Si t'en prends soin, ça. Si t'en prends soin, ça peut tenir des dizaines et des dizaines d'années, et ça, c'est quand même. A contrario, le CD, tu vois, c'est quelque chose qui a une durée de vie qui est vachement plus limitée. Vachement plus limitée. La cassette, hyper fragile. C'est clair. Donc voilà, le vinyle, il y a un côté vraiment plus solide, et c'est sûr que c'est une fierté, quoi. C'est clair. Moi, ça m'a marqué, en tout cas, dans ma carrière. Si, tu vois, voilà, dans ta question, est-ce que tu te rappelles du nom du premier label où tu as signé de la musique? Je suis pas sûr. Par contre, le premier label où j'ai signé le vinyle, ça. Pareil, moi, je l'oublierai pas non plus, c'est clair. Et ok. Et du coup, tu as commencé donc ton premier morceau en 2013. Du coup, ça va faire plus de 10 ans. Premier vinyle en 2013. Premier morceau, premier EP, c'était en 2010. 2010, donc ça va faire bientôt 15 ans que je suis pas produis. Oui. Ouais. Et du coup, à partir de quel moment tu as commencé à en vivre, et à partir de quand tu t'es dit, là, je vais m'y mettre à fond dedans? Et je sais pas, tu avais un boulot avant, j'imagine, et tu faisais la musique à côté. Tu as commencé à faire des dates, mais à quel moment? Je te demande pas la date exacte, mais quand est-ce que tu t'es dit, c'est le moment, je lâche tout et je m'y mets? Parce que je sais pas si tu te souviens, on avait partagé une date à Rituel il y a peut-être 8 ans déjà, au Bois de Boulogne, dans la salle Luna. Je venais juste d'arriver à Paris. Tu venais d'arriver? Okay. Je venais juste d'arriver à Paris. Et tu joues en live, je m'en souviens. Et est-ce qu'à cette époque-là, tu vivais déjà de la musique, ou tu avais un boulot à côté? Non, à ce moment-là précis, je vivais pas encore 100% de la musique. Ok, tu avais encore un en fait, moi, j'ai rapidement essayé de trouver un travail qui me rapprochait au plus de ma passion. Donc j'ai été régisseur son et lumière pour des spectacles pendant longtemps. Et donc du coup, ce métier-là me permettait aussi de faire de la musique en parallèle. C'est-à-dire les moments où c'est que j'étais pas régisseur son et lumière, les moments où j'étais pas impliqué sur des spectacles ou des aventures, j'avais du temps pour composer. Et ça te laissait faire des dates le week-end aussi, j'imagine. Tu avais cette flexibilité-là, ou pas forcément Oui, sur certains week-ends. Donc il y avait de ça, mais surtout il y avait cette possibilité de faire de la musique, tout simplement. En fait, tu vois. Donc moi, je le voyais plus comme ça, de me dire, je fais de la musique. Après, je n'avais pas nécessairement un besoin d'être sur scène ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus un besoin de m'exprimer musicalement, en fait. Ok, c'est pas toi qui cherchais les dates, tu t'es pas mis à partir en recherche, à contacter des promoteurs, c'est venu vers toi? J'ai jamais vraiment eu besoin de ça personnellement, donc je l'ai jamais vraiment recherché. C'était plus dans une démarche de je fais de la musique, je m'exprime, et puis si ça plaît déjà moi ça me plaît, j'essaie de le sortir, et puis si ça plaît en plus, même ne serait-ce qu'à une personne, c'est déjà quelque chose. Donc c'était plus dans cette démarche-là. Et donc j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai vécu dans pas mal de villes différentes en France et à l'étranger, et pour le travail que j'avais à côté. Et puis à un moment donné, avec ma femme, on a décidé de se poser sur Paris. Donc il y a à peu près 8 ans. Donc tu venais d'arriver à cette période-là. C'était en 2000, je suis arrivé en 2015, je crois, à Paris. Donc c'était. Je crois que c'était là. C'était en 2016. Je me rappelle. Donc voilà, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment donné où c'est que j'avais de plus en plus de dates. Tu jouais qu'en live, on est d'accord? Ou tu faisais des DJ sets aussi? DJ sets et live, mais essentiellement du live, majoritairement. D'accord. Et en fait, je pense que la bascule, elle se fait en 2016-2017, tu vois, justement dans ces eaux-là. C'est que tout d'un coup, j'ai la possibilité de faire de moins en moins de régie, de faire de plus en plus de musique, et jusqu'à arriver à un moment donné où c'est qu'en fait c'était que de la musique, plus du tout de régie, quoi. Donc ça s'est fait. C'est venu tout seul, tu t'es pas dit faut que je me lance, ça t'est venu et tu t'es dit là ça y est, c'est déjà le cas. Je vis déjà de la musique, et du coup j'ai pas
je suis juste ce qui se passe, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, c'est progressif depuis 2010 jusqu'à 2017. Pendant 7 ans, le rapport, il s'est inversé. En fait, c'était 100% travail à côté, on va dire, régie, son lumière. Alimentaire, oui, mais alimentaire, mais aussi plaisir, parce qu'il y avait aussi ce côté-là de plaisir. Et musique, mais juste qui me rapportait pas, qui pouvait pas me faire vivre, tout simplement. Et au fur et à mesure des années, en fait, le rapport s'est inversé. Petit à petit, en fait, tout simplement. C'est super cool. Jusqu'au moment donné où je me suis dit, bon, allez, vas-y, j'essaie de faire que ça. Donc, c'est passé aussi par une période où c'est que j'intervenais sur des projets avec d'autres artistes qui me permettaient aussi de compléter en fait ma palette et de pouvoir vivre 100% de la musique. C'est-à-dire que en plus des dates, tu facturais d'autres services comme de la coprod, du mix, tout ça, c'est ça, des services à la production. Ok, c'est intéressant. Donc en fait, c'est pas que tes shows sur scène et tes dates, tes sources de revenus, mais tu as d'autres sources de revenus. Voilà, c'est ça. En fait, c'était intéressant à savoir. Petit à petit, j'ai aussi peut-être pris conscience des connaissances que j'avais acquises avec les années de régie sur la lumière et de les mettre en application avec la musique pour pouvoir justement aider sur des projets en termes de mix, en termes de coproduction et donc du coup ramener des revenus aussi de ce côté-là. Peut-être donc, plus stable aussi parce que c'est vrai que... Oui, les dates, ça vient, ça part. vient et comme on l'a vu pendant le Covid, il peut y avoir des périodes où il n'y a plus de dates et c'est vrai que avoir des activités à côté, ça apporte de la stabilité. Et je pense que quand on est DJ et producteur de musique électronique, c'est super important. Ah ben oui. Je pense que mais même pas que producteur de musique électronique. En fait, à partir du moment où on fait où on est artiste, c'est ça. C'est-à-dire même un peintre, je pense qu'il a besoin dans sa tête d'être libre financièrement pour pouvoir s'exprimer. C'est clair. Parce que sinon, on est contraint de s'exprimer et peut-être pas vraiment là où on voudrait aller finalement. C'est ça. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ok, c'est super intéressant. Et j'aimerais bien maintenant que tu nous parles de ton processus créatif, parce que je sais que tu composes uniquement ou majoritairement avec des machines. Tu es très peu plugin, VST, ou même peut-être pas du tout. Est-ce que tu as déjà, parle-nous un petit peu de ton studio et peut-être, est-ce que tu as une routine de création? Par exemple, quand tu commences un nouveau morceau, est-ce que tu récupères peut-être un plan d'un ancien morceau sur lequel tu vas garder la base, ou est-ce que tu pars d'une feuille blanche? Est-ce que tu commences par le synthé, la batterie? Ou est-ce que c'est freestyle et que ça dépend vraiment de ton mood? La plupart du temps, ça dépend du mood. Et effectivement, c'est un peu freestyle, mais c'est vrai que venant des instruments physiques, venant de la batterie, de la guitare, aussi des consoles, de lumière, de son, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, c'est-à-dire cet aspect-là physique à la musique, quoi. Donc naturellement, on va dire que c'est allé de plus en plus, quoi. Alors bien entendu, quand j'ai commencé, j'avais pas ni les moyens ni les connaissances pour pouvoir faire de la musique seulement avec électronique, seulement avec des instruments électroniques. Donc ça arrivait au fur et à mesure du temps, mais au fur et à mesure des années, j'ai placé dans ma routine de travail, dans mon studio tout simplement, de plus en plus d'outils analogiques ou même des fois juste avec du micro capter des sons. Tu fais ça aussi, du fil de recording, t'enregistres la nature ou même des sons que tu fais chez toi? Mais souvent chez moi, c'est vrai, tu fais le truc qui traîne, une bouteille, une casserole, la table, un briquet. Combien de fois j'ai fait des cymbales avec un briquet. C'est ce qui rend tes percus des fois assez particulières et très... C'est original, ou peut-être pas des percus, mais des petits éléments qui viennent dans certains de tes morceaux et qui sont pas des rythmiques à proprement parler, donc c'est intéressant. Parce qu'il y a des fois où c'est que t'es là dans le studio et en fait, pour moi, il y a un côté vachement plus ludique d'aller chercher quelque chose qui est autour de moi plutôt que d'aller chercher dans un ordinateur avec un clavier et une souris. Et c'est juste cet aspect ludique qui me permet aussi d'en avoir toujours envie de faire ça et de pas être saoulé par ou lassé, je comprends. Ou lassé, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est plus quelque chose de naturel en fait que j'ai pas vraiment essayé de calculer. Et en ce qui concerne le processus de création, souvent je commence un morceau debout.
déjà. Ok. C'est l'avantage d'avoir des machines. C'est vrai que debout sur mes jambes et puis en faisant partir un beat ou des fois un synthé. Il n'y a pas vraiment de... Je vais dire, on va dire quand même que 70-80% du temps, ça reste quand même un beat plus une basse. D'accord. Et tu t'amènes le groove d'abord. Voilà, j'amène un groove et qui fait que derrière, moi aussi, c'est plus ludique parce que je suis dans le groove déjà dans le studio. D'accord. Et après, des fois, ça arrive aussi que je commence... juste sur des synthés, juste sur du modulaire en explorant un patch, quelque chose avec des sons blip blip, voilà. Et puis en réalité derrière, ça m'amène sur une certaine énergie, une inspiration et bam bam, ça découle comme ça, quoi. Ok. Donc il y a pas de, je dirais il y a pas de routine préétablie. Mais il y a des préférences personnelles qui sont d'ailleurs pas fixes dans le temps, elles peuvent bouger aussi. Je pense qu'on peut aimer faire quelque chose à un certain moment et que ça nous parle pendant une période de notre vie, et puis à un moment donné, parce qu'on découvre un outil ou parce que en discutant avec une personne, il y a une transmission qui se fait, et puis tout d'un coup, ça vient se rajouter, et puis des fois, ça vient prendre même la place dans le process. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de pas se bloquer, de se laisser, je pense, porter aussi. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, pour en revenir plus à ton son, j'ai l'impression, et tu peux me corriger si je me trompe, mais que depuis ton hit Empty Supply, t'as vraiment trouvé le son qui t'est propre et qui t'est vraiment propre et qui permet de te différencier parmi tous les autres artistes de la scène, parce que c'est vrai que dans la sphère mélodique techno, il y a beaucoup de morceaux qui se ressemblent, notamment dû au fait que Afterlife a amené vraiment un style assez particulier. Et je trouve que depuis ce morceau-là, tu as vraiment trouvé ton son qui mélange des influences mélodiques techno, évidemment, mais aussi un côté assez dub, un côté même assez house. Donc, est-ce que ça t'est venu et tu t'es dit c'est ça mon son et maintenant je produis sur cette base-là, parce que tous tes morceaux sont très originaux et différents, mais c'est quand même un son qui t'est propre et qui est répété à chacune de tes sorties. Donc est-ce que t'es arrivé au son que tu voulais, ou est-ce que t'es venu comme ça assez naturellement et rien ne t'empêche peut-être d'évoluer et de changer de son dans les prochaines années, ou t'estimes avoir trouvé ta patte et t'es bien là-dedans et t'as encore plein de trucs à explorer? Je pense pas que j'estime avoir trouvé ma patte, en fait. C'est plus, comme je dis, c'est plus le résultat d'une évolution qui fait que j'en suis là aujourd'hui, je pense. Après, c'est des influences. Moi, j'écoute très peu de musique électronique, en réalité. Oui, tu m'avais dit. J'écoute beaucoup de reggae, de dub. J'écoute aussi de la musique africaine. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours nourri. Sur la sonorité, en fait, disons que, comme on en parlait, il y a bien entendu... tout ce que j'ai écouté en musique électronique et que j'ai gardé avec moi et que j'ai aimé m'a nourri. Donc forcément, c'est aussi le mélange de tout ça qui fait ma musique aujourd'hui. Bien sûr. C'est aussi le mélange de mes outils qui font ma musique aujourd'hui, les outils que j'ai à portée de main. Donc je pense que c'est un peu tout ça. J'ai pas... pour être tout à fait honnête et franc, j'ai pas de direction. C'est-à-dire que je fais juste la musique que je ressens à ce moment-là, d'accord. En me posant quand même des questions. C'est-à-dire que je me pose quand même une question avant de commencer un projet. Qu'est-ce que je veux faire avec ce projet? Est-ce que mon but c'est de faire danser des gens? Est-ce que mon but c'est de faire voyager des gens? Est-ce que mon but c'est de faire voyager et danser en même temps? C'est ce que tu arrives bien à faire, je trouve, dans tes maxis. Et je pense que c'est peut-être volontaire. C'est un morceau très dance floor, un morceau pas dance floor et un morceau entre les deux. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Oui. Alors... Et ça, je trouve ça super cool parce qu'il y en a pour tout le monde et on peut l'écouter à tout moment. Et je trouve que c'est un super format. Merci. En fait, ça, c'est le format que j'ai adopté aussi sur Reba. C'est-à-dire, effectivement,
c'est que sachant que je fais pas que des morceaux A ou des morceaux B, bien sûr. J'aime bien me dire. Et puis aussi, ça, c'est aussi quelque chose de culturel, de quelque chose qu'on m'a transmis. C'est-à-dire, effectivement, moi, on en parlait tout à l'heure, les vinyles, souvent c'était axé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une face A avec un morceau qui était plus main, club, machin, et puis une face B avec un morceau. Des fois, c'était 2 morceaux par face, mais avec un truc un peu plus personnel. C'était toujours plus personnel et moins dance floor, ça c'est sûr. Plus intimiste, Ça peut être toujours dance floor, mais en tout cas plus personnel. Et c'est vrai que moi j'aime bien ça. J'aime bien cette corrélation entre 2-3 morceaux qui vont bien ensemble parce qu'on sent bien qu'il y a une énergie commune. Ouais, c'est clair. Oui, clairement. Mais qui à la fois peuvent s'écouter dans différents contextes, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et je suis d'accord. Tu as parlé de ton label Reba. En fait, moi, j'ai une question pour toi, parce que comme tu me l'as déjà expliqué, tu sors tes maxi seulement sur ton label Reba. Tu refuses de sortir, en tout cas pour le moment, des maxi sur d'autres labels. Tu sors en fait sur d'autres labels, mais plus sur des compilations ou des various artistes. Donc en fait, est-ce que... pourquoi ce choix? Et est-ce que c'est ce choix-là qui t'a amené à créer ce label Reba? Ton souhait peut-être d'être plus indépendant, que ce soit musicalement et aussi peut-être financièrement, de récolter l'ensemble des royalties de tes morceaux. Donc, il y a un peu 2 questions dans l'une, mais voilà, pourquoi le label et pourquoi ce choix de sortir uniquement en indépendant? T'as déjà un peu la réponse dans ta question aussi, c'est ça, t'as raison, c'est-à-dire qu'il y a un peu tout ça, c'est-à-dire de 2010 à 2019, j'ai sorti de la musique sur pas mal de labels, ça allait crescendo bien entendu, et puis au fur et à mesure du temps, c'était des labels de plus en plus reconnus, prestigieux, qui moi aussi me parlaient parce qu'il y avait des artistes dessus qui m'ont parlé à un moment donné de ma progression ou qui me parlaient à ce moment-là. Donc c'était pour moi quelque chose de très valorisant de pouvoir être sur certains de ces labels. Sauf que j'avais toujours une espèce de frustration en moi qui était de pas pouvoir aller vraiment au bout des choses. Dans la création, tu veux dire? À la fois dans la création et à la fois dans la maîtrise du produit final, en fait. C'était, pour moi, l'objet, même si ça restait 90% du temps un objet juste digital, était souvent... il n'y avait pas tout qui correspondait tout le temps à mes goûts. Donc des fois c'était la cover qui me plaisait pas, des fois c'était la fréquence de sortie sur le label en question qui me plaisait pas. Les autres artistes sur la compile peut-être qui matchaient pas avec ton style. Des fois c'était ça aussi. En fait, des fois tout simplement je voyais un morceau aller sur le même EP, mais en fait le label lui, ce morceau lui parlait un peu moins. Et peut-être le temps de sortie aussi, parce que moi je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup freiné avec les labels, c'est le temps qu'ils mettent en fait à sortir les morceaux. Ouais, il y a ça aussi. Et je trouve que la musique électronique, ça va super vite et les morceaux sont joués par des DJ. Et en fait, il faut que le morceau sorte dans les semaines ou les mois qui suivent. Mais si ton morceau sort l'année d'après, les trends évoluent tellement vite que je trouve que ça c'est vraiment une limite aussi. Il y a aussi ça, c'est-à-dire comme tu dis, c'est très juste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu sors un morceau et que t'en es fier à ce moment donné, t'as envie de le partager à ce moment donné. Et que tu te fais écrire, alors quand est-ce que ça sort et que des artistes le jouent et que toi tu dis c'est signé mais ça sort l'année prochaine. Je trouve que c'est un côté frustrant parce que tu perds les gens et ton morceau sera peut-être pas écouté comme il devrait et il aura peut-être pas l'impact qu'il devrait. Donc, il y a eu un peu tout ça. Il y a un peu tout, Et en 2019, sous l'impulsion de certains de mes amis, moi j'avais déjà monté un label avant Reba alternatif, avant Reba, un label avec un ami qu'on a monté. Donc c'est un ami qui s'appelle Stéphane, que tu connais. Ouais, bien sûr. Ouais. Stéphane, donc qui est allemand, et Stéphane Elmk. On le salue d'ailleurs. Voilà. S'il nous écoute. Il faudra mettre le sous-titre. Et du coup, avec cet ami-là, en 2014, on a monté un label ensemble qui s'appelle Nomo. Qui est un label vraiment alternatif dans le sens où c'est que au début du label on a sorti qu'en vinyle, sans nom d'artiste, sans nom de track,
sans Facebook, sans Twitter, sans SoundCloud, sans rien. Juste, en fait, la musique, c'est pour ça que ça s'appelait aussi Nomo, parce que c'était Nothing More, la contraction de Nothing More, en fait. Donc, c'était la musique, juste la musique. Donc, on a sorti 5 vinyles comme ça, donc 20 morceaux. Et les 20 morceaux sont sur un thème, on va dire, d'exploration d'un univers qu'on connaît pas trop. C'est l'ambiance sous-marine. D'accord. Donc c'est aussi pour ça que ça s'appelle Nomo, en référence à Nemo. D'accord, voilà. Donc c'était un peu là. Et puis, donc c'est une musique qu'on a faite 95% juste avec de l'analogique. Donc c'est minimaliste. C'est que vos morceaux. Hein, oui, c'est que nos morceaux. Parce que vous avez un duo tous les deux, vous avez joué en live. Ouais, mais au début, en fait, on avait un duo, mais même sans nom d'artiste, puisqu'on s'est dit, en fait, nous, on s'en fout de briller en tant qu'artiste ou quoi. Le but, c'était juste de faire un projet musical où c'est que la musique est au centre. Et donc, c'était en vinyle seulement. Pas de sortie digitale. Et c'était aussi limité en vinyle, bien entendu. 300 exemplaires, tous tamponnés à la main. Ce qui fait que c'était des vinyles marbrés incrustés, ce qui veut dire qu'en fait chaque pièce est une pièce unique. Une pièce unique, donc il y a pas dans ces 300 pièces là, chaque pièce est unique. Donc il y avait aussi tout ça en fait qui était important pour nous. Et de se dire, en fait, on part sur un sujet qui est l'exploration sous-marine. On n'a jamais enregistré un son sous-marin, mais on essayait de recréer avec des synthés, avec du modulaire, avec des boîtes à rythme, des ambiances qui pourraient nous amener à penser que ça nous fait penser à des ambiances sous-marines. Voilà. Donc c'était le principe. Et puis c'était surtout... pour nous et pour moi aussi un moment de ma vie en 2014 où ça faisait déjà quelques années je faisais de la musique seule en fait et ça me manquait de partager ça, l'aspect groupe parce que j'ai grandi avec ça aussi et la musique électronique était et elle l'est toujours mais vachement individualiste en réalité. C'est vrai. Donc pour moi à un moment donné j'arrivais à un moment donné où je me disais j'ai envie de partager ça avec quelqu'un dans le studio et il y a une connexion qui s'est faite avec cette personne-là parce que j'avais signé sous Remcord, j'avais signé sous son label. Voilà, qui s'appelait Elsuz, un label allemand. Et donc du coup, on avait joué ensemble. Avant que je signe sur son label, on avait joué ensemble sur un festival en Croatie. Et donc, en fait, on s'était rencontrés et là, il y avait eu une espèce de connexion humaine directe, qu'on contrôle pas forcément, qui s'était faite. Et derrière, donc, j'ai signé sur son label aussi. Puis, il y a quelques années qui se sont passées. Puis, on s'est rencontrés. Et puis, en fait, derrière, après, il y a eu cette idée-là qui est partie. Un jour, on était sur sa terrasse à Berlin et on s'est dit, bon, mais en fait, vas-y, faisons un label juste... où le sujet c'est la musique, il n'y a rien d'autre autour quoi. Et donc voilà, donc j'avais déjà cette expérience là du label et de la liberté. Ça t'a poussé du coup à te dire pourquoi pas faire ça un petit peu moins formel, mais faire ça pour mes morceaux, c'est ça tu t'es dit? Oui, et puis il y avait cette personne-là, Stéphane aussi, qui me poussait. Qui te poussait aussi. Il y avait aussi Patrick, qui est mon agent, qui est mon ami depuis des années, qui me disait quand même... t'as une musique qui est quand même, t'as une vraie identité musicale. Tu devrais faire ton label et défendre tes morceaux sur ton label. Mon ami Stéphane aussi me disait la même chose. Il me disait, Rémi, vraiment, je pense que... Parce qu'il m'entendait aussi râler. C'est ça. Il voyait une frustration chez toi. Voilà, il m'entendait. Il voyait le potentiel aussi, quoi, je pense. Donc, peut-être, c'est possible, mais en tout cas, voilà, donc, sous l'impulsion de tout ça, tout d'un coup, ça a fait écho dans ma tête, et puis je me suis dit, bon, c'est le moment, en 2019. Et j'ai monté donc Reba, voilà, donc j'ai même pas trouvé le nom. C'est Stéphane qui a trouvé le nom. Mais parce qu'en fait, quand il me parlait de ça déjà en 2017, il me disait tu devrais faire ton label, etc. Je lui disais mais j'ai déjà du mal à trouver des noms de morceaux. Je comprends. Faire de la musique, j'ai rarement du mal et franchement c'est cool. Je suis hyper chanceux parce que quand je me mets au studio en général, il y a des choses qui sortent quoi. Mais trouver des noms de morceaux, c'est toujours compliqué, quoi. Et donc, pour moi, je me disais, mais j'ai déjà du mal à trouver un nom de track. Trouver un nom de label et que je vais arriver à aimer. Parce que là, ça change pas. C'est pas un morceau. C'est ça. Là, ça le nom de label, figé, ça reste figé et ça grandit avec toi. Donc, il faut que ça soit bien maintenant, mais dans 5 ans. C'est ça. Donc, oui, je comprends. Et lui, il m'a dit, tu devrais l'appeler Reba. Je lui dis, mais pourquoi Reba
J'avais même pas calculé, quoi. Il me dit, Rémi Bascou, en fait. Parce que moi, je m'appelle Rémi Bascou, mon nom de famille, c'est Bascou. Ouais. Donc, il me dit Rémi Bascou, Reba, les 2 premières lettres. Il me dit, ça sonne simple, efficace, ça sonne super bien. C'est court, c'est le Reba, Remcore, ça rappelle aussi. Voilà, moi j'ai pas percuté tout ça, mais je me suis juste dit, Reba, en termes de sonorité, ça me plaisait. Ça sonne bien. Graphiquement, c'était pas dégueu aussi, je me suis dit, let's go en fait. Donc en fait, je l'ai gardé en tête. Ça, c'était en 2017. Et puis en 2019, quand je me suis senti vraiment prêt, je me suis dit, allez, c'est parti. Je lance la machine et j'ai sorti un premier EP sur Reba. Et je me suis dit directement, qu'est-ce que je veux faire sur Reba? Je veux faire des EP de 3 morceaux tout le temps. Ouais. Je veux, ça c'est quelque chose que je voulais parce qu'on en a parlé juste avant. C'était important pour moi d'avoir cette diversité sur le même EP. Je veux pas que ça soit trop souvent, c'est-à-dire je veux pas que ça soit tous les mois en fait. Même si j'ai des labels qui sortent toutes les semaines. C'est vrai que t'es à l'opposé de ce rythme commercial. Mais parce que pour moi, encore une fois, c'était dans la même démarche de, en fait, le temps que les vinyles se pressent. Tu voulais faire du vinyle au début pour Reba? C'était ça l'idée? Pas forcément. J'avais pas forcément les finances aussi, on va pas se mentir sur ça. Mais c'était aussi dans l'idée de, quand on laisse du temps entre 2 EP, en fait, en réalité, on laisse aussi le temps d'apprécier cette musique. Je suis d'accord. Et la musique, elle a besoin d'avoir son temps à elle pour être appréciée, pour être digérée, pour être comprise des fois. Et des fois, il y a aussi plusieurs lectures. C'est-à-dire qu'on écoute un morceau à un moment de notre vie, et puis on réécoute le même morceau, à un autre moment de notre vie. Ouais. Ou même des fois dans la même semaine, en faisant autre chose, dans un autre environnement, et en fait on entend d'autres choses de ce morceau. Ça m'arrive souvent dans les DJ sets et les podcasts, à première écoute, je peux ne pas trop apprécier un set, et je vais le réécouter, et en fait je vais adorer. Donc c'est vrai que c'est vraiment, ça dépend si tu l'écoutes dans le métro stressé ou chez toi tranquille. Mais bien sûr, parce que il y a vraiment la perception, quoi. Ah mais clairement, et ça a un côté... La musique, ça touche notre âme. Donc, si ce jour-là, en question, on n'est pas dans cette énergie-là qui correspond avec cette musique-là, on peut passer à côté. Je suis d'accord. Donc, c'était aussi dans cet esprit-là où je me suis dit, non, en fait, maintenant que je suis libre de décider de ce que je veux, je vais vraiment faire comme je veux. Et donc, du coup, je vais espacer les sorties. T'en fais quoi, 3-4 par an, peut-être 5 En fait, j'ai pas de règles. En moyenne. Mais j'aime bien laisser 2-3 mois entre chaque sortie. Voilà. Donc ça fait ça à peu près. Ça fait 4-5 sorties par an. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup, parce qu'en réalité, 4 sorties de 3 morceaux par an, ça fait 12 morceaux. Sachant que c'est que tes morceaux, donc oui, ça veut dire que comme t'en sors aussi ailleurs, on en parlera après, mais tu sors pas que sur Reba aussi, donc c'est vrai qu'il faut déjà, comme tu dis, que tu donnes 12 morceaux pour Reba, et je crois qu'il y a un Various en plus chaque année, que tu fais peut-être pas chaque année le Various artiste. En fait, il n'y a pas de il faut, tu vois, ça c'est aussi un truc, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, quand tu fais ton label, il n'y a plus de il faut. Enfin, ça dépend des personnes, mais moi je l'ai fait aussi pour ça, c'est-à-dire le label, je l'ai fait dans cette démarche-là de me dire, j'ai pas envie d'avoir des règles, j'ai envie de juste faire comme je l'entends, et donc si cette année je fais que 2 releases, je fais que 2 releases, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence à la musique en soi, il faut juste que je la fasse à un moment donné, et que je la sorte quand vraiment j'en suis convaincu que je veux le sortir. Ça c'était important parce que tu vois, tout à l'heure à un moment donné j'ai dit j'en suis pas fier des premiers morceaux, mais comme tous les artistes, malheureusement on sort des choses, et puis des années après il y a des morceaux où on se dit oh là là, si j'avais su j'aurais gardé sur mon ordi, quoi. Et donc moi il y avait aussi un truc sur Reba où je me disais il faut que j'arrive à prendre le temps de la réflexion après avoir composé chaque morceau de est-ce que ce morceau-là va encore me plaire dans 50, 10 ans. Et donc ça, c'était un truc hyper important pour moi sur Reba aussi, de pouvoir regarder le catalogue en fait finalement
après coup et de me dire en réalité j'aime encore tous les morceaux et j'apprécie les écouter encore. C'est ça, ils sont tous assez intemporels. On voit que les sorties de Reba sont pas marquées par les trends. Voilà, tu t'es pas mis à faire des morceaux Afterlife quand c'était la vibe After. Tu vois, tu restes dans ce que tu aimes et c'est toujours super original. Et je pense que c'est pour ça que tu as un succès d'estime vraiment important avec Reba, parce que tes morceaux sont supportés par les plus gros artistes de la scène. Tu fais des premières avec des super chaînes, tu as des super feedbacks. Donc je pense que c'est aussi ça que les gens voient. C'est que je pense que ça fait du bien de voir quelqu'un et un label qui fait pas ce que tout le monde fait et qui reste fidèle à ses principes. Et je pense que c'est vraiment une des clés de ton succès. C'est pas facile. Tu te bats tous les jours avec toi-même, en réalité. Tu te bats tous les jours avec ton autre toi qui te dit, bah ouais, mais il faut payer tes factures, en fait. C'est sûr. Mais en fait, moi, comme j'ai évoluer comme ça, tu vois, je suis aussi clair dans ma tête à me dire, en fait, c'est pas grave si tout d'un coup, je dois faire d'autres choses à côté pour payer mes factures. Mais par contre, quand je fais de la musique, que ce soit avec mes amis sur des projets alternatifs ou que ce soit mon projet préférentiel, on va dire, personnel, il faut que ça reste pas de compromis, quoi. Voilà, pas de compromis. Ça c'est hyper important. Ça, c'est clair. Et derrière, du coup, je me suis dit, mais sur le label, moi, à la base, c'était vraiment un espace de liberté pour moi. Mais derrière, je me suis dit, mais en fait, je vois pas pourquoi je le limiterais à moi-même. J'ai pas envie de le limiter à moi-même. J'ai aussi des amis, j'ai aussi des gens que je connais pas, mais qui m'envoient des morceaux ou que j'écoute des morceaux. Et des fois, je me dis, waouh, ça, j'adore. Et je pourrais imaginer le sortir sur mon label. Et c'est de là que sont venues les textures mixtures, donc les various artistes. Mais encore une fois, c'est pas venu. La première que j'ai fait, donc c'était il y a en 2020, je pense, la première. La première en 2020, je reçois un morceau d'un ami d'Aurélien, Oven, qui me fait écouter certains morceaux, dont un qui était destiné clairement à être mis à la poubelle, en fait. Et ce morceau-là, en réalité, il me parle direct. Et je me dis, et c'est là où vient l'idée, me dire, mais non, en fait, j'ai envie de. Si toi, t'as envie de le défendre, moi, je suis prêt à le défendre, ce morceau. Et donc, je le mets de côté, en me disant, mais peut-être qu'un jour, il y aura un ou deux autres morceaux d'Aurélien, ou pas, en fait. Je comprends. Et puis, tout d'un coup, je reçois, quelques semaines après, un morceau de Omer Bar, une personne que je connaissais pas, mais qui m'envoie un morceau. En fait, c'est Kadosh qui me l'envoie. Je sais pas si ça te parle. Voilà. Oui. Et donc, c'est un ami à lui. Et Kadosh me dit, mais en fait, je pense que tu devrais écouter ce morceau-là. Il peut potentiellement te parler pour Reba et quelque chose comme ça. Et musicalement, ça lui avait fait penser à moi, en fait. Et en tout cas, à la vibe que j'ai apportée sur Reba. Et donc, j'écoute le morceau et je tombe vraiment amoureux de ce morceau aussi. Donc, de là, j'ai deux morceaux. Quelques semaines après, je fais un jam avec Vincent Vosne chez lui. Voilà, sans but, juste on jammait sur les machines et tout. Puis il sort un morceau plus double, plus personnel. Et en fait, là, le troisième morceau, quoi. C'est le troisième morceau. Et je me dis, mais en fait, ces trois morceaux-là, ils vont parfaitement ensemble. C'est venu naturellement, mais ils vont parfaitement ensemble. Donc, de là, c'est venu comme ça. Et puis derrière, c'est passé 3 ans. Je continue à recevoir des morceaux. C'est pas toujours dans mes goûts, donc voilà. Et puis au fur et à mesure, j'en ai reçu encore 3, dont le tien, le vôtre avec ton frère. Et puis est sorti, récemment, la deuxième VA du label. Avec donc Invoker, Predex, Emre Semol et Esoteric Circle, donc vous-même. Et les 3 morceaux vont aussi très bien ensemble, c'est vrai. Mais toujours dans cette démarche de j'ai pas cherché à mettre 3 morceaux ensemble. J'ai juste attendu d'avoir 3 morceaux et de me dire ok, ces morceaux-là vont bien ensemble, quoi. C'est vrai qu'on t'a envoyé les morceaux, c'était même pas pour Reba, en fait. Je sais pas si tu te souviens, mais on discutait. Bien sûr, c'est plus du partage, en fait. Je t'ai envoyé ça et en fait, je savais même pas que tu faisais une texture mixture. Non. Mais c'est bien comme ça, en fait. C'est bien comme ça. Il y a un truc naturel de partage de musique, et puis tout d'un coup ah ben ouais, mais attends, mais là on pourrait accorder nos énergies ensemble, et tout d'un coup
que ça soit cool, quoi, que ça aille juste dans un projet commun ensemble. Et voilà, donc, et merci merci à toi, on est très fiers. C'est avec plaisir, parce que j'adore Soft and Sunshine, ce morceau dub qui est formidable, quoi. Donc, super, en tout cas. Non. Et du coup, pour conclure, parce qu'on est bientôt à la fin déjà de cet épisode, si tu avais quelques conseils à donner aux artistes qui se lancent ou qui sont, on va dire, plus ou moins établis ou plus ou moins connus, voilà, cite les 3 conseils ou plus de Remcore aux artistes. Conseils conseils. Moi, il y en a un déjà, c'est en fait de s'écouter soi-même, de suivre son cœur, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que je pense qu'à partir du moment où on suit son cœur et qu'on le fait en toute franchise, en toute simplicité, honnêteté, ça va forcément résonner dans le cœur de notre humain en face de nous, en fait. Je pense que les humains sont faits comme ça, quoi. Les humains sont faits pour interagir ensemble dans la vraie vie. Et du coup, voilà, je pense qu'à partir d'un moment où c'est qu'on le fait avec le cœur, je pense que c'est déjà le plus gros conseil que je pourrais donner. Et ensuite, peut-être, c'est pour le côté peut-être un peu plus technique, business. Non, tu vois, peut-être business. Parce que c'est quand même important de nos jours, je pense, de savoir contacter les labels, savoir se vendre. Comment tu montes ton image? Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes de ce côté-là? Alors moi, je suis pas de bon conseil sur ça, parce que pour le coup, j'ai jamais vraiment trop été dans ça. Mais je dirais encore une fois, ça se rejoint. Je pense qu'à partir du moment où on est soi-même et on est authentique, on va forcément faire une musique qui va être unique en réalité. Et je pense que la majorité des labels et des artistes, ils reçoivent beaucoup de musique. Et souvent, ils vont recevoir beaucoup de musique qui va ressembler à la musique qui sortent déjà, puisque les gens vont se dire ça c'est une musique qui me fait passer à ce label, donc je vais envoyer à ce label. En réalité, bien entendu, le label va continuer à sortir ce genre de musique, donc il a besoin de ce genre de musique-là aussi, mais il a aussi besoin, dans ce grand monde, dans cette grande enveloppe de style de musique qui va sortir, d'avoir des individualités, des personnalités musicales. Et donc, je pense que c'est aussi en ça que c'est important d'avoir son identité propre. Quand on va envoyer de la musique à des gens, ça tout d'un coup, ça va être une musique un tout petit peu différente de tout le paysage qu'ils vont recevoir à côté, et peut-être que ça fera la différence à ce moment-là, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Le temps fait le travail, la passion aussi. Voilà, la passion, garder cette passion toujours brûlante, être curieux, être toujours en recherche d'apprentissage, de se nourrir des gens, de se nourrir des rencontres, des cultures. Tout ça, c'est important. Et le temps, après, fait le reste en réalité, parce que bien entendu, il y a certaines personnes pour qui ça arrive très vite, mais c'est pas la grande majorité. La plupart du temps, ça prend du temps. Il y a des exemples où il y a des succès et des ascensions fulgurantes, mais je pense qu'il faut pas viser ça. Il faut pas se dire que j'aurai une ascension dans 6 mois. Il faut essayer de bâtir. Et si tu as une ascension, tant mieux. Mais bien sûr, je pense qu'il faut pas se mettre non plus trop de pression. Non. Et voilà, je pense. C'est important d'avoir des objectifs dans la vie, des rêves. Hein. Je pense que c'est ce qui nous fait vivre aussi. Mais c'est important aussi, je pense, de séparer les rêves et les objectifs. C'est deux choses différentes. Clairement. Et la passion, pour moi, elle doit rester dans le milieu du rêve et pas forcément dans le milieu de l'objectif, même si on a envie de jouer dans tel endroit, on a envie, ça nous ferait plaisir, c'est un objectif d'aller jouer là, mais ça, c'est une chose, et à côté, il y a la passion et les rêves qu'on a envie de faire avec cette passion-là, c'est autre chose. C'est vrai. Et super rapidement, pour conclure, est-ce que tu as un mot à nous dire sur une actu, quelque chose que tu as envie de partager, peut-être une prochaine release, une prochaine date, quelque chose les prochaines dates, c'est bientôt à Paris. Donc je suis content de rejouer à Paris. La majorité du temps, je joue à l'étranger. Donc moi, j'aime bien jouer en France. C'est un côté
aussi pratique de prendre le train. C'est vrai. Là, tu prendras peut-être même la voiture. Là, je prendrais même la voiture, donc là, c'est pratique, ouais. Non, et puis donc c'est avec. Et tu joues à Paris. À Paris avec Mind Against sur la soirée Habitat, donc le 9 novembre. En live ou en DJ set? En live. On sera là. Ok, avec plaisir. T'es le bienvenu. Ouais, sais, c'est gentil. Donc voilà, et puis ensuite Berlin. Non, avant ça, il y a Zurich la semaine prochaine. D'accord, ok. Au Hive. Voilà, bon. Ok. Bon, super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Rémi. C'est passé super vite et c'était un plaisir. Avec plaisir, merci Julien de l'invitation et longue vie à ce podcast. C'est gentil. Et longue vie à Ésotérique Circle aussi. Merci beaucoup. Vous faites vraiment de la super musique et du coup ça me fait vraiment plaisir à chaque fois que vous m'envoyez des morceaux pour écouter, partager. On va continuer. Attends. Et donc, voilà. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce premier épisode et je vous dis à très bientôt pour un deuxième invité. Salut.